Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'un grand général de la première partie du règne de Louis XIV. Louis II de Bourbon-Condé, duc d'Enghien puis prince de Condé, s'est battu une réputation contrastée, celle d'un excellent tacticien, mais dont la trahison et l'agressivité finissent par lui coûter cher. Vous voulez en savoir plus sur le prince de Condé? Venez avec moi. Du grand Condé, on ne retient guère que l'éclat de Rocroi, terni par la trahison de la Fronde, le héros fourvoyé, vaut pourtant mieux que cette simplification, même si Turenne l'a éclipsé. Condé a marqué l'histoire militaire par sa personnalité, ses qualités et aussi par une liste impressionnante de victoires. Impétueux, capable de prudence au besoin, orgueilleux mais capable de déléguer et d'écouter, jaloux de ses succès mais promis à en partager les fruits. Ami des arts et des lettres, à la rage exterminatrice, Condé est un personnage aussi brillant et complexe que le grand siècle de son maître et adversaire Louis XIV. Louis II de Bourbon est né en 1621, fils d'Henri II de Bourbon, prince de Condé, et de Charlotte de Montmorency, tous deux descendants du connétable Anne de Montmorency. Grand capitaine au service des rois de France François Ier, Henri II et Charles IX, ainsi que de la cause catholique. Cette consanguinité pourrait expliquer son caractère ombrageux. Il est difficile en tout cas de trouver plus haut lignage, à part bien sûr celle du roi. Louis de Bourbon est arrière-petit-fils de Charles IV de Bourbon, grand-père d'Henri IV, ce qui en fait le premier prince de sang, et lui vaut le titre de duc d'Enghien, puis de prince de Condé à la mort de son père. Élevé dans le château de Montron, le petit duc reçoit une éducation militaire sommaire, exercice physique, bataille fictive avec des enfants de son âge, comme cela se pratique alors. Puis il intègre à 16 ans l'académie militaire que Richelieu a fondée, faubourg du Temple. Il y apprend à dresser des plans, un des exercices militaires exigés pour former des commandants polyvalents. Il absorbe quantité de classiques, VGS, Tite-Live notamment, sans pour autant développer une pensée théorique propre. Louis II de Bourbon reste toute sa vie un improvisateur, un empirique, l'apprentissage se poursuit en campagne. À 19 ans, en 1640, le duc d'Enghien sert comme volontaire au siège d'Arras, puis d'Aire. Le premier manque d'échouer jusqu'à l'arrivée opportune de 1000 cavaliers du colonel Gassion, qui empêche les Espagnols de rompre le siège. Surnommé la guerre par le cardinal de Richelieu pour son intrépidité, Jean de Gassion est maréchal de France en 1643. Maître de la cavalerie légère, ses relations avec Condé sont compliquées en Flandre car devenu maréchal, il rechigne à obéir aux ordres du prince. L'épisode démontre à Louis II de Bourbon l'importance de la cavalerie, redevenue essentielle à la tactique pendant la guerre de 30 ans. L'apprenti militaire retiendra la leçon avant de passer très vite à l'application. Peu de temps avant sa mort, survenue le 14 mai 1643, Louis XIII fait en effet d'Enghien le commandant de l'armée de Picardie. Choix risqué, si la fougue de Louis II est connue, il est bien jeune et n'a pas forcément l'étoffe et encore moins l'expérience d'un général d'armée. Or, la situation militaire est délicate. L'Espagnol Francisco de Melo, qui est gouverneur des Pays-Bas espagnols par intérim de 1641 à 1644, bien qu'avant tout administrateur, il remporte la bataille d'Honnecourt en 1642. Il veut profiter du flottement qui suit le trépas de Richelieu le 4 décembre 1642 pour reconquérir l'Artois, perdu des années précédentes, voir passer en Champagne et menacer directement Paris. Louis XIII a cependant pris les précautions. Il a mis à côté de duc d'Enghien l'impétueux Gassion, d'un maréchal expérimenté et prudent François de l'Hôpital. Déjà, le jeune prince montre qu'il a conscience de l'importance du renseignement et de l'observation, ce dont Gassion se charge avec 2000 cavaliers. Il apprend ainsi que Francisco de Melo s'avance depuis Douai vers Rocroi, verrou de la Champagne. Ce prince commence dès lors à témoigner une impatience extrême de donner bataille, écrit Lamouset, bras droit du duc d'Enghien, aimant mieux le hasarder que de se charger, disait-il, de la honte de devoir prendre une place dans les premiers jours de son commandement. L'hôpital freine cependant ses ardeurs et le duc d'Enghien se concerte avec Gassion, qui partage ses vues offensives mais profite d'une meilleure expérience tactique, afin d'intoxiquer le maréchal. On lui fait croire que l'on vole au secours de Rocroi menacé en y jetant quelques renforts tout en provoquant la rencontre en race campagne. La bataille de Rocroi a lieu le 19 mai 1643. L'issue reste longtemps incertaine et la victoire moins nette que l'on dit. Une bonne part de l'armée de Melo retraite en ordre et les carrés espagnols restés sur le terrain négocient leur retour au pays avec armes et enseignes. Le duc d'Enghien a eu en outre la chance que le baron de Siro, en charge de la réserve, sauve son aile gauche fort mal en point.
Le vainqueur, bien aidé par la propagande de Mazarin, en tire cependant un immense prestige. Il bloque de fait l'invasion et ôte à l'infanterie espagnole sa réputation d'invincibilité. Le Grand Condé révèle en outre son style, notamment en coup d'œil affûté et l'usage massif de la cavalerie. Mais ces charges répétées contre des carrés bien organisés coûtent fort cher en vie. Roi guerrier, Louis XIV ne verse pas volontiers le sang de ses soldats. Bien au contraire, son organisation militaire fait tout pour préserver les effectifs et l'expérience, facteur d'efficacité. On cherche donc à modérer la bravoure inconsidérée d'officiers trop désireux de se distinguer, et on privilégie la guerre de siège prônée par Vauban. La bataille présente des résultats trop aléatoires et même victorieuses épuise les effectifs. Les grands carrés de piquier et les arquebuses à mèche de la première partie du siècle cèdent la place aux lignes de fantassins armés du tandem baïonnette-mousquet à pierre. Cette évolution vers l'ordre mince, inaugurée dès 1631 par le roi Gustave II Adolphe de Suède, démultiplie la puissance de feu et rend les attaques frontales de plus en plus meurtrières. Le maréchal Turenne, as de la manœuvre, le comprend. Mais le prince de Condé, fonceur, impénitent, a plus de mal. Si l'on se plaint du nombre de morts, il faut bien dire que l'on peut se battre un ennemi supérieur en nombre sans subir quelques pertes. Riposte-t-il aux critiques qui suivent la bataille de Sénèf. Les suites de Rocroi révèlent qu'il ne s'agit pas du coup de chance accordé aux débutants. Jusqu'au traité de Westphalie en 1848, le Grand Condé montre, par ses succès, sièges et batailles, qu'il sait manier une armée. Du 16 juin au 10 août 1643, il assiège et prend ainsi Toinville avec l'irremplaçable Gassion. On pourrait lui reprocher la rapidité de l'opération et une fois encore les nombreuses pertes consenties. Elles sont cependant dues à la volonté de prendre de court l'armée de secours ennemie et au refus de Mazarin d'accepter un siège trop long car coûteux. Les difficultés financières de la régence d'Anne d'Autriche exercent de fait une grande influence sur les succès du duc. Avec des troupes soldées et en nombre suffisant, rien ne lui résiste. Il s'empare ainsi de Fribourg 3 et 9 août 1644 après une bataille et Dunkerque 7 septembre aux octobre 1646. Bien qu'il paye lui-même en s'endettant au besoin une partie de ses forces, comme c'est l'usage à l'époque, le Grand Condé doit lever, faute de moyens, le siège de Lérida le 12 mai et 17 juin 1647. Le 20 août 1648, il montre cependant à Lens, où il feint une retraite pour mieux surprendre l'adversaire, qu'il reste un excellent tacticien. Il est rare qu'un général triomphe par son seul génie. Si le Grand Condé sent bien les opportunités tactiques, il sait également déléguer et écouter. Ses lieutenants sont les yeux et les oreilles, grâce auxquels il affine sa vision des opérations et compense les limites de son savoir-faire. Les succès de 1643 doivent ainsi beaucoup au conseil et à l'expérience de Gassion. Il est assisté ensuite par Turenne, artisan principal des victoires de Toinville, en permettant au Grand Condé de battre l'armée couvrant la place, de Fribourg en 1644 et d'Allemen, ou seconde bataille de Nordtingen en 1645. Et ce succès est à nouveau coûteux. 4000 morts, un quart de l'armée, et c'est Turenne qui évite la défaite finale. Grand seigneur, aux deux sens du terme, le Grand Condé est le premier à reconnaître l'apport de ses lieutenants et n'a de cesse que de les faire récompenser. Il n'y parvient cependant que difficilement, même pour Gassion, qui reçoit apparemment le bâton de maréchal de France à Toinville car sa blessure est jugée mortelle. À peine la moitié des placets du Grand Condé pour des promotions militaires d'office et de soldats de l'armée ont été accordés. Lui-même, orgueilleux mais réputé assez peu friand d'honneur, n'est guère gratifié par la régente Anne d'Autriche. L'État est-il ingrat? Sans doute, mais les honneurs coûtent cher au trésor. En outre, il est risqué de trop récompenser un prince de sang et sa clientèle. Alors que Mazarin, qui n'a pas oublié les rébellions des Guises au siècle précédent, ou de Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII dans la décennie 1620, cherche à réduire la puissance des membres de la famille royale non destinés à succéder au roi. Dépité de ne pouvoir jouer le grand rôle auquel il aspire auprès du trône sans pour autant le revendiquer, associé au complot mené par les grands contre la régence, dans lesquels trempent son frère le prince de Conti et sa sœur la duchesse de Longueville. Il est perçu comme un danger par Mazarin qui le fait arrêter en janvier 1650. Libéré, Condé rejoint donc la Fronde en 1650, puis en septembre 1652 le parti espagnol. Présenter cet épisode comme une trahison et anachronique dans l'esprit de l'époque. Les grands sont considérés comme légitimes dans leur devoir de révolte contre l'autorité royale qualifiée d'absolutisme.
Toujours est-il que l'opposition du prince à la régence et au jeune roi son cousin ouvre un volet nettement moins brillant dans sa carrière. La bannière des Habsbourg ne réussit guère à Condé. En effet, a-t-il perdu la main? C'est plutôt la qualité de l'armée espagnole qui décline. De plus, en dépit de nombreuses preuves de courage personnel et d'efficacité au combat, les Espagnols se méfient de ce prince français et lui tiennent la bride. Avant la bataille des Dunes, le 14 juin 1658, Condé explique à Don Juan d'Autriche, commandant en chef, que le terrain est défavorable et qu'il devrait se méfier de l'infanterie française. Mais le commandant espagnol n'en tient pas compte. Le grand Condé se tourne alors vers le duc de Gloucester, le fils de Charles Ier, roi d'Angleterre, déchu par Olivier Cromwell, dont les troupes combattent en face côté français. Monseigneur, avez-vous jamais vu livrer une bataille? Non, répond le jeune prince. Eh bien, vous allez en voir perdre une. Et Turenne, l'homme de Louis XIV, s'empresse de lui donner raison. La paix des Pyrénées, signée en 1658, voit le Grand Condé obtenir un pardon royal étendu à plusieurs des fidèles qui l'ont suivi, comme c'est l'usage à l'époque où les liens de clientèle jouent plus en faveur du chef de clan que du roi. Sa réputation militaire et son prestige valent au prince un retour en grâce pour la guerre de dévolution 1667-1668. Il conquiert alors la Franche-Comté, opération sans difficulté cependant. La guerre de Hollande qui suit 1672-1678 est une autre affaire, et le Grand Condé montre qu'il a pris de l'âge. Jules-Louis Bollet de Chalmais, le grand logisticien de Louis XIV, suggère alors poliment que ses talents se limitent au champ de bataille. Monsieur le Prince est le premier homme du monde pour une journée et Monsieur Turenne pour une campagne. L'un est plus propre à finir glorieusement de ses actions et l'autre à terminer utilement une guerre. Bien que paralysé par la goutte, le Grand Condé n'a pas perdu son coup d'œil légendaire. Un des officiers mémoralistes de l'époque, Carré d'Aligny, loue ainsi ses yeux perçants d'aigle. Chalmais vante d'ailleurs son engagement. Monsieur le Prince sait pousser ses avantages et rétablir des désordres. Il tire des troupes tout ce qu'il peut en tirer. Il s'abandonne tout entier à l'action et il semble qu'il est résolu de vaincre ou de ne pas survivre à ses défaites. Tout le problème est que cet élan, qui passait autrefois pour de l'audace rafraîchissante, est devenu un défaut face à une puissance de feu en constante progression. Je pense qu'il aurait acquis beaucoup plus de gloire s'il avait su ménager davantage le sang des soldats, commente ainsi le théoricien Turpin de Crissé au XVIIIe siècle. Turpin insiste sur le combat de Sénèf le 11 août 1674. Victoire indécise payée par 26 000 à 27 000 soldats, dont 10 000 Français, alors que le terrain flamand semé de places fortes se prêtait idéalement à une guerre de siège bien plus économique. Carré d'Aligny, présent ce jour-là, mentionne les dernières paroles du lieutenant-général de Fourie qui qualifie Condé de boucher. En réalité, le prince a sous-estimé les coalisés espagnols, hollandais et impériaux, d'un tiers plus forts que les Français. Mais quelle différence avec la campagne menée par Turenne au même moment en Alsace, moins coûteuse en hommes, face à des impériaux 2 fois et demi plus nombreux. Le contraste n'échappe pas à Louis XIV et Louvois, désireux de maintenir une armée aux effectifs solides, durables et stabilisés, notamment dans son commandement. Or, en plus de la mort de Fourie, Sénève voit 4 généraux blessés. Enfin, le Grand Condé de la guerre de Hollande semble plongé dans la certitude de sa supériorité. Autrefois ouvert au conseil de ses lieutenants, il s'écoute de plus en plus et cède à la colère et à son impétuosité naturelle. Sénèf, là encore, est une illustration parfaite. Il aurait pu se contenter d'attaquer seulement l'arrière-garde de Guillaume d'Orange, mais il est désireux de faire oublier les accusations de mollesse portées contre lui. Le roi s'est agacé de l'immobilisme de l'armée des Flandres, d'autant plus que Condé a refusé d'investir une place aux Pays-Bas, un objectif de campagne. Le prince croit donc pouvoir s'en prendre à l'armée adverse entière. Il est en fait victime d'une feinte de Guillaume d'Orange solidement retranché, enivré par son succès sur l'arrière-garde. Le Grand Condé a négligé de lancer les reconnaissances nécessaires avant le combat. Après le succès mitigé de Sénèf, le Grand Condé devient un élément gênant pour la stratégie de Louis XIV. Celui-ci voudrait contrôler les actions plus étroitement du prince, mais il tient à garder une certaine indépendance tactique. Il est difficile de le destituer tant le personnage est charismatique et prestigieux, en dépit de ses disgrâces physiques. Aussi, il est reconduit à la tête des troupes de Flandre en 1675, mais sous l'œil du roi, présent un temps à l'armée. Le Grand Condé est alors intégré dans le conseil de guerre, mais au même titre que Louvois et d'autres tels que Chalmais.
Le prince en déclin va cependant terminer sa carrière sur une note positive. Moins de 2 semaines après le départ de Louis XIV en Hollande, un soulagement pour reprendre sa liberté, le Grand Condé apprend que Turenne a été tué à Salbach le 27 juillet. Le prince vole alors en catastrophe, remonter le moral des troupes marquées par la mort de leur général, maîtriser la retraite qui s'ensuit et réparer la défaite de Créqui. Le 11 août 1675, François Blanchefort de Créqui est un maréchal de France en 1668 et l'un des généraux les plus compétents après la mort de Turenne. Le Grand Condé fait alors pour une première et dernière fois preuve de prudence. Il se contente de bloquer l'accès de l'Alsace aux forces impériales, sage décision qui sauve le royaume d'une invasion et marque le terme de 35 ans de carrière. L'épée remise au fourreau, le Grand Condé se retire épuisé, obèse et perclus de gouttes dans son château de Chantilly. Il y joue les mécènes, puis achève sa vie dans la dévotion le 11 décembre 1686. Signe de sénénité pour Voltaire ou de piété pour son ami Bossuet, qui livre dans son oraison une éloge du défunt. Ses fautes poétiques et militaires y sont atténuées, voire effacées. Même la boucherie de Sénèf prend les traits d'un apprentissage de la guerre pour son fils Henri-Jules de Bourbon, présent au combat, qui secourt son père tombé de cheval. Comme on l'a vu, le Grand Condé fut un brillant commandant. Le temps n'a laissé place qu'à Rocroi en dépit de quelques voix discordantes rappelant les fautes de Sénèf. Mais qui s'en est soucié face aux impératifs du terrain et de la gloire qui font entrer le Grand Condé dans la légende? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.